Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez aussi et que tout va bien pour vous. On se retrouve pour un nouveau numéro du Tango Football Show. Je suis très content d'être là ce soir. Bon, Simon n'est pas là pour des raisons personnelles, mais c'est pas grave, on va faire avec, on va faire sans. Juste avant de commencer, je vais juste vérifier que vous m'entendez bien, n'hésitez pas à me le dire dans le chat, s'il vous plaît, et puis on pourra commencer juste après. Voilà, je vois qu'il y a déjà 6 spectateurs. Merci d'être là. On va être ensemble pour une petite heure et demie, au moins. Ça dépendra aussi des réactions du débat. Le débat de ce soir, ça va être du coup porté sur la nouvelle tactique employée par Olivier Frappoli et Gilles Bourges. On aura l'occasion d'y revenir, donc je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant. Merci pour ton retour, Obélix. On va pouvoir commencer du coup, évidemment, avec les actus. On commence toujours par ça. Et tout de suite, donc, la réintégration de Sébastien Sergent dans le staff. Vous l'avez peut-être vu passer, effectivement. On vous avait dit dans un autre numéro du Tango Football Show que Sébastien Sergent, le préparateur physique, avait été mis à pied. Il a été réintégré vendredi dernier par les dirigeants lavallois à la suite d'une réunion. Donc on n'a pas plus d'informations là-dessus. Pourquoi il avait été mis à pied, ça on ne le saura jamais, j'imagine, vu que le stade ne souhaite pas communiquer là-dessus. C'est pas grave. Le fait est que Sébastien Sergent est réintégré. Je pense quand même, personnellement, je pense que ça vient du fait que Laval est un peu en galère financièrement et qu'ils peuvent pas se permettre de licencier quelqu'un. J'imagine parce que ça aurait dû coûter pas mal au prud'homme. Maddox qui me dit soi-disant à cause du nombre de blessés à l'infirmerie, c'est effectivement une raison qui a été invoquée. C'est une raison qui a été invoquée par West France, si je dis pas de bêtises. Et ça peut se comprendre. Enfin, c'est une raison valable, oui et non, parce que en soi, des blessés, ça peut pas forcément être que de la faute du préparateur physique. Donc effectivement, ça justifie pas un licenciement, il devait y avoir autre chose. Il soupçonnait aussi le fait qu'il y avait une mésentente entre lui et le reste du staff technique, staff médical. De là à ce que ça aille jusqu'au licenciement, on ne sait pas. C'est un feuilleton, un nouveau feuilleton du Stade Lavallois qui, je pense, se termine, puisqu'il a été réintégré. Peut-être qu'il quittera le staff à la fin de la saison. Effectivement, Gilda Mingui n'y croyait pas quand il en parlait. Juste à mal orthographier, c'est Gilda Mingui. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc ouais, on va pas s'étendre plus longtemps là-dessus. Concrètement, on n'en saura pas plus, je pense. À moins qu'on puisse avoir Sébastien Sergent en interview, mais je pense pas que ça se fera. Donc voilà, sans plus tarder, on va passer à la deuxième info. Olivier Frappoli touché par la Covid. Voilà, c'est l'info qui est tombée donc ce mardi, pardon. Non, ce lundi, voilà, le lundi dernier, donc lundi 22. Les résultats des tests sont tombés, donc Olivier Frappoli est positif. Il est dans une période d'isolement de 7 jours, ce qui signifie donc qu'il n'était pas là sur le banc hier soir. Il ne sera sûrement pas là aussi lundi prochain pour la réception de QRM. Et donc c'est Gilles Bourges qui a pris sa place sur le banc. Vous avez pu le voir hier soir si vous avez suivi le match, effectivement. C'était Gilles Bourges. On a appris aussi qu'un autre staff est touché par la Covid, c'est Lise Beton, la kinésithérapeute. Je vois Maddox qui dit je ne pense pas que cela va influencer son absence contre QRM. Effectivement, donc ce que disait Gilles Bourges en conférence de presse après le match contre Cholet hier soir, c'est qu'ils étaient en contact pendant tout le match, ils étaient en contact, Olivier Frappoli réagissait en direct. Donc effectivement, il n'y avait pas vraiment d'influence là-dessus. Même si c'est Gilles Bourges qui était sur le banc, donc lui qui donnait consigne. Frappoli devait peut-être lui dire 2-3 trucs, 2-3 conseils à donner, mais effectivement c'était quand même Gilles Bourges. Le fait est que voilà, il n'y a pas eu vraiment de changement pour l'équipe puisqu'il était en contact apparemment. Je ne peux pas le confirmer, mais c'est ce que nous a dit Gilles Bourges. Olivier Frappoli en contact quotidien avec le staff par les biais d'internet, les joies d'internet. Voilà. Bonsoir Moulet, j'espère que tu vas bien.
J'en profite pour rappeler que maintenant vous pouvez vous abonner. Alors vous pouvez vous abonner gratuitement, hein, c'est toujours le cas. Je vous invite à le faire si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra d'ailleurs d'accéder, enfin d'avoir une notification à chaque fois qu'on lance un live, ce qui est plutôt utile ma foi. Et puis vous avez aussi les abonnements payants qui nous permettent de nous soutenir, à savoir que cet argent en fait principalement nous sert à financer, donc pour l'instant ça va être le concours de pronostics, comme vous le savez on fait un concours de pronostics, on aura l'occasion d'y revenir après. Ça nous permettra de financer aussi tout ce qui va être lors des déplacements, parce que Simon notamment aime bien se déplacer, c'est un groundhopper comme on dit, je connais pas la définition exacte, mais c'est quelqu'un qui aime bien aller dans les stades, et c'est sûr que quand les stades pourront rouvrir, on en profitera pour aller au match. Alors évidemment pour l'instant on donne beaucoup de notre poche, mais c'est vrai que voilà, vous pouvez vous abonner, ça nous permet de nous soutenir. Vous avez aussi la possibilité de faire des dons avec alors, ce qu'ils appellent les bits, qui sont notamment à côté des émoticônes dans la barre de chat. Voilà, je vous avoue, je connais pas trop le concept, donc je vous laisse découvrir. Et voilà. Donc, sans plus tarder, on va passer à la quatrième actu, pardon. Non, la troisième actu, excusez-moi. C'est Christian Bekaminga soupçonné d'escroquerie. C'est une info de l'équipe. Donc, ce qu'il faut savoir, donc, du coup. Donc là, je reprends mes petites notes. Bon, Christian Bekaminga, c'était un joueur de Laval entre 2013 et 2015. Voilà. Et il aurait perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant 2 ans, entre 2017 et 2019, alors qu'il jouait à l'étranger, donc dans des clubs chinois et turcs, si je dis pas de bêtises. Donc, un soupçon de fraude qui s'élèverait à peu près 25 000 euros. Attendez, j'essaye de revoir. Bon, j'ai pas l'info sous les yeux, c'est pas grave. C'est pas grave. Tout ça pour dire que voilà, un soupçon de fraude de côté de Christian Bekaminga. On n'en sait pas plus pour l'instant, hein, l'enquête est en cours. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que ça ne s'est pas produit pendant qu'il était au club. J'avais vu un commentaire là-dessus sur le forum Tango Foot. Ça ne s'est pas produit au club, voilà. On peut passer à la quatrième actu. Je vois Maddox qui dit on aurait préféré prendre Bekaminga au lieu de Sotoka à l'époque. Je t'avoue que je ne sais plus du tout ce qui s'est passé en 2013. Donc tant pis. Quatrième actu. Et c'est le point sur le calendrier, parce que le calendrier en ce moment il bouge beaucoup, hein, avec les matchs de Coupe de France que nos adversaires jouent, certains sont encore en compétition. Donc le prochain match, on va avoir un mois de mars chargé. Le prochain match, qui est le 1er mars, est donc la réception de QRM, à 18h45 avec une diffusion sur Canal Plus Sport. Voilà. On va avoir ensuite le 9 mars Annecy-Laval, le 13 mars Laval-Bastia, SC Bastia, donc le leader du championnat. Le 19 mars Boulogne-Laval, le 23 mars Red Star Laval et le 26 mars le derby Laval-Le Mans. On a un mois de mars chargé. Ça va être compliqué. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est vrai que 6 matchs en un mois avec des gros du championnat. Bastia, hein, je vois, Bastia, Le Mans, Red Star aussi. Ça va être plutôt pas facile. Le gros mois pour savoir si on se maintient ou pas, nous dit Maddox, effectivement, ça va être ça, hein, ça va être le mois pour savoir. Le mois décisif, si je puis dire, parce qu'en même temps, c'est un peu souvent ça dans les championnats. Le mois de mars, c'est un peu le mois décisif où vraiment le podium se dessine. On verra si Laval aura les moyens pour pouvoir accéder au podium. Mais mathématiquement, c'est toujours possible. Évidemment, entre les mathématiques et la réalité, il y a souvent des gros fossés. Mais ce n'est pas impossible. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. C'est pas impossible. Il suffirait d'une bonne série. Une bonne série qui pourrait se commencer du coup dès le 1er mars contre QRM. Il faut garder de l'espoir. Sinon, sans espoir, on est un peu mal. Voilà. N'hésitez pas à mettre vos réactions. 18 points en 6 matchs. C'est possible. Ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être une bonne opération. Voilà. Il y a juste 8 équipes à dégager. Ouais, c'est pas insurmontable, hein, en soi.
Enfin, c'est compliqué, c'est sûr que c'est compliqué, mais c'est pas insurmontable, c'est sûr. Enfin bref. On va pouvoir passer au match. Je vois déjà Alexis du 53 dans la salle d'attente, on va le faire venir. Je ne sais pas de quoi il voudrait parler, mais écoutez, on va voir ça tout de suite. Bonsoir Alexis, est-ce que tu nous entends? Je crois qu'il nous entend pas. Bon, dans le doute, on va... Je vais en profiter du coup pour vous remettre effectivement le Discord. Hop. Alors je trouve ça... Excusez-moi. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos réactions du coup. Est-ce que vous croyez à la... Salut Hugo, excuse-moi. Ouais, pas de soucis. Salut, salut Alexis, comment tu vas? Ah, ça va bien. J'essaie juste de quitter le live sur la tablette pour pas faire un écho. Ouais. Ça Il devrait y a être une bon là petite du coup. latence, j'imagine, ouais. Là, c'est bon. Ok. Alors comment ça va? Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport aux actualités? Alors, j'étais déjà en fait dans la salle d'attente pour parler du match, mais du coup, D'accord. je vais peut-être attendre que tu en parles avant. Oui, effectivement, bah, j'allais y venir en fait, donc hop, je change de petite scène. Voilà, donc pour commencer du coup la composition hein, de départ pour ce match contre Cholet, à savoir il y avait les retours de Maxence Carlier, Ludéric Etondé, Johan Brun et Mohamed Silla dans le groupe. Maxence Carlier, Etondé et Silla étaient titulaires, Johan Brun sur le banc. On avait aussi... Attendez, qu'est-ce que j'ai... Ouais, je regardais si je disais pas de bêtises. On a aussi, alors ça c'est une info hors groupe, c'est Yazid Haït Moujane qui est de retour aux Gandonnières. C'est intéressant, faut le souligner, ça veut dire qu'il a fini sa rééducation à Cap-Breton. Il est de retour, donc on devrait peut-être, alors peut-être pas maintenant, sûrement pas contre QRM, peut-être d'ici la fin du mois, le voir dans le groupe, ça pourrait être pas mal. Quoique en même temps il risque d'avoir perdu pas mal de niveau, aurait besoin de temps de jeu. Et donc, on a aussi donc, dans les infos du groupe, Prince Mendy qui est très marqué par la Covid, touché par le variant anglais notamment. Il risque d'avoir du mal à se remettre physiquement. Moussa Sao et Mohamed Ouada sont absents. Ouada est sur le retour, n'empêche. C'est ce qui est à noter. Peut-être que Ouada pourrait être dans le groupe contre QRM. On espère. Et on a aussi Edson Seydou et Aliou Dembélé qui étaient suspendus pour ce match. Voilà. Au niveau du match ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'était un match nul plutôt logique en soi. Il y avait pas de comment dire. Il y avait deux dispositifs qui se neutralisaient. Vraiment, il y avait très peu d'occasions. Malgré tout, de bonnes prestations quand même des deux équipes, hein, parce que s'il n'y a pas eu d'occasion, il y a eu du bon jeu, des bonnes combinaisons, des bons tacles notamment. Il y avait pas mal de bons tacles à ce niveau-là. Mais effectivement, très peu d'occasions et très peu au final d'animation. Il y en avait dans le jeu, pas beaucoup offensivement, mais par contre au niveau défensivement, j'ai trouvé que Laval était très solide. Ça fait partie d'ailleurs des tops de West France. J'en profite, transition. Donc le West France a sorti un article avec le top et le flop du match. Pour eux, le top c'était les trois centraux, donc Pierrick Cross, Bamo Meïté et Maxence Carlier. Qui ont été très solides. Et le flop, c'était le manque de mouvement en attaque. Voilà, parce qu'il faut savoir du coup que la composition du match contre Cholet était un 3-5-2. Ce qui signifie qu'en fait, il y avait deux défenseurs milieu, donc milieu défenseur plutôt. On peut dire qu'il y avait en fait 5 défenseurs au total. C'était une nouvelle stratégie, une nouvelle tactique composée par Olivier Frappoli avec Gilles Bourges. Il nous l'a confirmé, effectivement, il avait travaillé en fait avec Frappoli depuis quelques temps et ils avaient continué de le travailler pendant la semaine. Donc voilà, une nouvelle tactique. Honnêtement, je trouve que cette tactique a quand même du bon parce que on sent que les joueurs sont plus à leur poste quand même. Il y a eu du bon dans cette tactique. Je pense que ça mérite d'être continué, d'être comment dire, amélioré. Il y a des choses à améliorer, c'est certain, hein, c'est sûr, mais c'est des bonnes bases, un bon point de départ. Je sais pas ce que t'en penses du coup, Alexis, si t'es d'accord avec moi ou pas. Alors, bah, du coup, c'est pour ça que je voulais intervenir, mais par contre, j'avais pas l'information concernant que c'était Frappoli qui avait travaillé ça avec Gilles Bourges. Parce que c'était la remarque que je me suis fait quand j'ai regardé le match, c'est que c'est le jour où Frappoli n'est pas sur le banc que la tactique change. Et ça m'a assez surpris, du coup, sur le coup.
Ouais, apparemment c'était bien une tactique qu'ils voulaient mettre en place pour ce match-là, c'était prévu en tout cas. Donc non, c'est pas comment dire, un excès de zèle de Gilles Bourges, c'est bien un truc qu'ils ont travaillé effectivement. Ouais. Et du coup, j'ai bien aimé cette approche-là. J'ai trouvé que l'équipe qui était plutôt équilibrée, ça a permis à Boudjema un peu plus se projeter vers l'avant. Je l'ai plus vu de près des gars en attaque. Euh, ou alors peut-être c'est apport de Silla. Je trouve que le duo Silla-Boudjema, ça marche bien au milieu. Peut-être mieux que Dembélé et Boudjema qui ont plutôt le même style de jeu, à vouloir garder le ballon et débuter les actions. Donc je ne sais pas trop quoi y penser. C'est assez compliqué à voir. Je trouve que ça a été plutôt un bon match. Et sans l'erreur potentielle d'arbitrage, je pense que ce match-là, on l'aurait gagné et on aurait mérité de le gagner. Ouais, ça c'est sûr. Cette erreur d'arbitrage, j'imagine que vous l'avez tous vu sur le direct, effectivement. Une grosse erreur en fait, parce qu'il n'y avait pas faute. Effectivement, alors je sais plus la minute exacte, mais sur un coup franc très bien tiré, Babo Meïté reprend le ballon de la tête qui file dans le cadre, qui fait but en fait, tout simplement. Sauf que l'arbitre a sifflé une faute de Pierrick Cross apparemment. C'est ce qui nous a été rapporté en tout cas. Mais en revoyant les images, effectivement, il n'y avait rien du tout. Pierre Cross tombe dans la surface et le joueur avec qui il était en duel n'a pas bronché en fait. Enfin, littéralement, on pourrait dire il y a contact, effectivement, il y a faute. Mais non, parce que le joueur n'a pas changé sa trajectoire, n'a pas été déstabilisé du tout. C'est comme si effectivement c'était le joueur qui faisait faute sur Pierre Cross et donc il aurait pu avoir penalty. Mais en tout cas, il n'y avait pas faute en fait de Pierre Cross. C'est ce qu'on voit sur les images. Après, forcément, je suis pas arbitre, mais c'est ce qu'on voit sur les images. Et je discutais avec quelques journalistes aussi qui étaient présents au match. C'est un peu le constat qu'on partage. Il n'y avait pas du tout faute. Vous avez pu le voir dans les articles notamment qui ont été faits après le match. C'est un sentiment bizarre en fait parce qu'on peut se dire c'était le seul but du match et ça aurait été une victoire qui aurait pu être méritée en fait. Enfin, c'est une victoire qui aurait dû être méritée, qui aurait été méritée plutôt. Après le match, l'entraîneur de Cholet disait que le match nul était un résultat logique, ce qui en soi n'est pas totalement faux, mais s'il n'y avait pas eu cette erreur, la victoire aurait été là, quoi. Alors attendez, j'ai les commentaires. Je pense que c'était par rapport à l'adversaire du jour. Oui, bah oui, forcément, parce que les deux tactiques employées par les deux coachs en fait étaient presque pareilles. Donc forcément, quand vous avez deux tactiques qui sont similaires, ça se neutralise forcément. Et ça donne ce qu'on a vu hier soir. Pedron qui dit Dembélé out, on n'en veut plus, c'est bien mieux comme ça. Dembélé, il était suspendu, donc il risque fortement de revenir contre QRM, hein, vu que c'est le capitaine, quand même. Même si Pierre Cross a été assez bon en tant que capitaine, c'était le capitaine d'hier soir, je pense que Aliou Dembélé devrait revenir. Ouais. Soit disant que Cross avait poussé le joueur, effectivement, c'est ce que l'arbitre a signalé. Des enchaînements lors de cette rencontre, les joueurs bien en place, positif aussi, je trouve. Ouais, Moulay, je suis assez d'accord avec toi. Alexis, est-ce que tu as encore d'autres choses à dire ou... Parce que Alors du coup, pour finir, effectivement, donc je suis d'accord avec Moulet, je trouvais que c'était plutôt intéressant, même en attaque. Après, pour revenir au début d'avance, pour ceux qui parlent de maintien, c'est vrai que quand on regarde le classement, on est à 6 points d'avance sur le premier relégable, on a 5 points sur le troisième, donc difficile de juger. Bon, moi, tant qu'il y a de l'espoir, j'y crois. Mais si vraiment on n'arrive pas à monter, et ce qui est quand même fort probable, je me demande quel joueur on va garder pour l'année prochaine. Ça me fait très peur, en sachant que beaucoup de joueurs qui sont très bons, dont Boudjema, Taha, qui est plutôt bon depuis qu'il est arrivé, sont des joueurs prêtés. Et j'ai très peur à l'année prochaine. Et donc j'espère qu'on va pouvoir peut-être accrocher le wagon de la troisième passe, même si j'y crois de moins en moins, même si tout est possible. Alors effectivement, j'avais regardé pour les contrats, à savoir quel joueur allait être en contrat encore. Il y a 5 joueurs qui sont sous contrat encore. C'est donc Alexis Sauvage, Maxence Carlier, Antoine Cotreau, Edson Seydou et Johan Brun. Pour le reste, soit c'est des prêts, soit c'est des contrats qui se terminent cette année. Donc effectivement, on repartira avec une base de 5 joueurs. Évidemment, on va y avoir des joueurs qui vont re-signer.
J'en doute pas, mais pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'on a un noyau de 5 joueurs qui seront là encore l'année prochaine. Voilà. Je comptais faire un article récapitulatif là-dessus. Il faut que je trouve le temps de le faire. Mais ça sera fait. Vous retrouverez ça sur le site Passion Tango d'ici quelques jours. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais Ok, voilà, pour bon, ça me l'instant. fait peur ce que tu as dit du coup. Là, je suis d'accord, ça fait peur, mais faut se dire que voilà, les négociations n'ont pas encore débuté et je pense qu'avec la situation sanitaire actuelle, il y a certains joueurs qui préféreront rester plutôt que partir et risquer de ne pas avoir de proposition. Donc même si pour les joueurs en prêt, je pense à Boudjema, effectivement, ça va être... il risque forcément de rester là-bas. On va se retrouver, pour l'instant on a que 5 joueurs sous contrat, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qui vont signer. J'espère que Thomas Robinet pourrait re-signer. En tout cas voilà, il y a de l'espoir. Évidemment, rien n'est fait pour l'instant. Rien n'est fait pour l'instant, et je sais pas quand est-ce qu'ils vont commencer à faire ça. Il est sûrement encore trop tôt pour le dire, mais voilà, en tout cas, c'est les 5 joueurs qu'on a pour l'instant. Voilà. Du coup, merci. Puis je vais continuer à suivre les interventions des autres supporters du Stade Lavallois. Ouais, merci à toi. Bonne émission. Bonne et puis peut-être à tout à l'heure pour le débat. Merci. Merci. Et on va prendre tout de suite du coup Maddox qui attend depuis un petit moment. Désolé pour l'attente. Bonsoir Maddox, comment tu vas? S'il nous entend. Je pense que lui aussi est sur le stream. Et du coup, il y a une petite latence. C'est possible. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, des joueurs sous contrat encore. Qui aimeriez-vous voir encore sous contrat d'ici l'année dernière, donc pour rappel, d'ici l'année prochaine, pardon. Pour rappel, pour l'instant, on a juste Alexis Sauvage, Maxence Carlier, Edson Seydou, Antoine Cotreau et Johan Brun sous contrat. Est-ce que tu m'entends, Maddox? Ah oui, c'est bon. Ouais, alors attends, je monte juste ton son, c'est assez faible. Hop. Oui. Ouais. Bonsoir, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va, merci. Alors tu voulais réagir par rapport au match, j'imagine? Bah oui, puis dans son ensemble. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé du coup? Par rapport au top, moi j'aurais dit quand même Boudjema quand même, parce que c'est souvent lui qui se défonce le plus sur le terrain. Et c'est même lui qui a créé la situation la plus dangereuse, hormis le but refusé. C'est lui qui aurait pu et dû marquer à la 85e. Mais malheureusement, le gardien de Cholet a sorti une grosse parade un peu venue d'ailleurs. Ouais. Dommage pour nous pour le coup, parce que ça aurait été un but qui aurait fini dans le top but, ça c'est sûr. Puis même... Mais je pense aussi également que l'entraîneur de Cholet a dit que c'était un nul mérité, parce que eux aussi ont eu une grosse occasion à un moment donné où l'attaquant de Cholet, je ne sais pas comment il fait pour tirer au troisième poteau. Donc oui, je pense qu'il a voulu dire, grâce à cette occasion-là, que le nul était mérité. Ouais, c'est ça, c'est sûrement ça aussi. Mais c'est vrai, hein, en soi, le nul était mérité sur tout le match, si on enlève forcément l'erreur d'arbitrage, parce que l'erreur d'arbitrage, en fait, nous a coûté la victoire, on peut dire ça. Après, forcément, si on avait marqué un but, le match aurait été différent, mais voilà, les faits sont là, quoi. Moi, c'est plus qu'au départ, j'avais pas compris, en fait, pourquoi l'arbitre sifflait, en fait, parce que c'était assez rapide. Au départ, je pensais que c'était à cause d'un hors-jeu, mais en fait, non. Parce qu'on m'a dit que, soi-disant, Pierrick Pros aurait poussé son adversaire. Or, j'avais pas l'impression qu'il l'avait poussé, mais bon. Non, effectivement, il n'y avait pas de faute, il n'y avait pas de hors-jeu. Hein. Le drapeau s'était pas levé pour hors-jeu. Et je crois pas qu'il se soit levé du tout. C'est l'arbitre qui a sifflé sans l'aide de l'arbitre assistant. Donc non, il n'y avait pas d'hors-jeu. Puis effectivement, il a sifflé la faute sur Pierrick Ross, mais de Pierrick Ross du coup. Sauf que voilà, il y avait l'avantage du direct, c'est qu'on peut revenir en arrière. Et effectivement, il y a sur les images en tout cas. Sur les images, il n'y avait pas faute, mais effectivement, ça dépend de l'angle aussi. Peut-être qu'il a vu une chose qu'on peut pas voir à la caméra, mais je sais pas, ça semblait assez clair quoi sur les images en tout cas. Oui, je pense que c'est l'angle, et puis vu que c'est assez rapide,
Puis c'est souvent des fautes répétitives dans les surfaces, donc je pense que oui, il a dû mettre avantage aux défenseurs. Ça doit être ça, ouais. Je revois du coup les messages pour les socles. Pedron qui voudrait offrir un contrat à Meite, Tré, Etonde et Silla. Ça serait bien de les garder. Je suis assez d'accord, hein, Meite, Tré, ouais, en fait, les quatre, ils ont été performants. Alors, Meite, il a eu qu'un match, hein, pour l'instant, il a eu qu'un match, mais un très bon match. À voir s'il peut réitérer cette performance. Et si c'est le cas, effectivement, il faudrait le re-signer tout de suite, c'est sûr. Alexis qui Ah, nous dit un socle avec Sauvage, Mendy, Carlier, Silla, Robinet, Wada et les jeunes Meite, Aïd Moujan et Tondé. Effectivement, ça ferait déjà un petit socle pas mal. On espère que les dirigeants vous entendront. par rapport aussi à comment ça s'appelle à Aliou Dembélé, j'étais d'accord que, je trouve que, tu disais tout à l'heure que Boudjema et Dembélé avaient le même jeu. Moi, je suis pas forcément d'accord parce que, Boudjema, quand il va aller vers l'attaque, il va pas se poser de questions que Dembélé, il se pose toujours la question, bah, à qui je dois la passer. Il tourne en rond et puis il perd le ballon. Ouais, Et c'est souvent ça son problème parce qu'il fait ça souvent et en plus il reproche la faute à ses coéquipiers. Et c'est ça que je trouve énervant par moment parce que, il justement, il va pas insulter son coéquipier, mais limite c'est ça, alors que c'est le capitaine de l'équipe. Donc, je trouve ça bizarre venant de sa part. c'est ça, mais le problème de Dembélé, c'est que ça a l'air d'être un très bon capitaine et surtout il est assez bon dans ses tacles, dans sa défense. Mais effectivement, il ralentit le jeu et c'est problématique, quoi. Mais en fait, il a ses qualités indéniables qu'il apporte à l'équipe et puis il a d'autres défauts qui sont très préjudiciables. Donc c'est vrai que c'est un peu une performance en dents de scie, quoi. Donc on sait Mm. pas trop quoi faire avec lui, c'est le problème, quoi. Enfin voilà. Je sais pas si t'as autre chose à dire pour l'instant. Bah, après, oui, comme disait Hugo tout à l'heure, on ne sait pas trop quoi penser, si on doit regarder vers le haut ou vers le bas. On va dire qu'en ce moment, on serait plus vers le bas que le haut, parce que certes, on fait des bonnes performances dans les matchs, mais on marque pas. C'est ça le problème. Hmm. Ouais, il a un Et quand problème de on voit finition, les ouais. autres, même Le Mans qui a eu un coup de mou, bah, on voit hier soir, c'est ce que j'ai lu, c'est qu'ils marquent leur premier but contre le cours du jeu, mais bah, ils enfoncent l'adversaire derrière. Hmm. Que nous, bah, on n'est pas capable de faire ça, même sur 2 matchs, quoi. C'est ça. Après, je suis en train de regarder le classement. Là, on est passé à 6 points du premier relégable et on est toujours à 5 points donc du Mans qui est sur le podium. Comptablement, enfin mathématiquement, ça peut toujours le faire, mais effectivement, euh, il y a encore du travail. Il y a surtout du travail à faire sur le réalisme, sur la concrétisation des occasions, qui est pour moi le gros point noir en fait de cette équipe. Hormis aussi les coups de pied arrêtés. Mais là, ça fait quelques matchs comme ça de championnat où ils n'arrivent plus à marquer. Ça commence à faire beaucoup, ça commence à faire long surtout. Et ouais, c'est assez pénible, enfin, surtout à gagner, quoi. Parce que c'est bien beau de faire une belle prestation, effectivement, comme tu disais. Mais derrière, s'ils n'arrivent pas à gagner, voilà, ça sert un peu à rien. Mais au moins, on peut se dire, on fait match nul, on a vu quand même une belle prestation. Plutôt que de se dire, on a fait match nul, effectivement, on a fait un mauvais match, mais faut aussi regarder plus haut, effectivement. Faut regarder plus haut, surtout si Gilles vous a confirmé qu'il croyait toujours en la montée, et c'est toujours l'objectif. Donc, moi, je suis convaincu qu'ils ont envie de la chercher, mais il y a beaucoup de choses à travailler encore. Et le problème, c'est qu'on arrive en mars. Ça commence à devenir un peu trop tard, un peu trop juste en temps pour travailler tout ça. Bah, c'est surtout qu'en plus, tu faisais la remarque tout à l'heure, le mois de mars, il va être très compliqué, et surtout avec des matchs très rapprochés. Et c'est pas, cela va être des gros matchs. En gros, c'est comme si c'était un match de Coupe de France à chaque journée, quoi. Parce que là, QRM, Bastia, Hmm, c'est c'est ça. un autre visage que le nôtre. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, mais bon. Chaque équipe a ses travers, hein, il y a aussi ça. Parfois, il y en a qui vont avoir des coups de mou.
Là, je vois en plus, donc, Le Mans est à 5 points de nous, mais ils ont un match en plus. Ils ont un match en plus. Il y a Red Star qui a un match en moins et qui a 4 points, donc peut-être que ce serait eux qui prendraient la troisième place. Mais en tout cas, voilà, il y a aussi le calendrier qui est pas forcément, comment dire, à jour avec forcément la Coupe de France qui décale des matchs. Ça va être un peu compliqué de faire les bilans comptables comme ça, quoi. Oui. En tout cas, voilà. Merci en tout cas de ton intervention, puis peut-être à tout à l'heure pour le débat. Ouais. Et puis, bonne continuation, enfin bonne continuation de stream. Voilà. Merci. À plus tard, salut. À plus tard. Voilà, on va pouvoir continuer du coup. On va continuer avec les notes. Avant ça, je vais quand même lire vos messages. Moulay qui nous parle d'un très bon match de Meïté, mais à noter sa très imprudente passe en retrait pour Sauvage. Oui, tout à fait. Je ne l'ai pas signalé tout à l'heure, mais effectivement, heureusement que Sauvage est vigilant, et c'est là qu'on se rend compte quand même que Sauvage, même si on le voit pas beaucoup, il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire quand même hier, mais il a quand même été très présent, très, très rassurant surtout sur cette passe effectivement qui aurait pu finir en but, hein, parce que l'attaquant était lancé. Heureusement, Sauvage court assez vite, hein, mine de rien. il a une bonne pointe de vitesse. Mais effectivement, ça fait partie de. Ça fait partie. Faut se rappeler que Meïté, il a 19 ans, donc il a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais c'est vrai que cette passe était un peu limite. Voilà. Laurent qui nous dit il faudrait que l'ensemble des équipes qui nous devancent se plantent. Il y a 5 points, mais tu as de grosses équipes. Mais c'est vrai, oui. Mais voilà, ce que je disais, toutes les équipes ont parfois des passages à vide. C'est très rare qu'une équipe fasse soit au haut niveau toute la saison, quoi. Donc, je dis pas Bastia et QRM, c'est presque mort, hein. C'est presque mort. Mais Le Mans, Red Star, la troisième place, elle est toujours accessible. Moi, j'en suis sûr. Kivi qui dit qu'on s'est fait fourrer par un arbitre de merde, ça change tout. On passe de 5 à 3 points de la troisième place. Mais c'est vrai, ouais. C'est vrai que l'arbitre, pour le coup, était très. A fait une erreur. Et puis bon, sur l'ensemble du match, il y avait des décisions parfois qui étaient un peu surprenantes. Mais ouais. Je sais pas si on peut dire que le match a été volé, parce que ce serait être vraiment très, très incisif. Mais effectivement, c'est une erreur qui a changé le cours du match. On peut dire ça. C'est sûr. Maddox, les 4 premiers pour moi ont déjà eu leur coup de mou auparavant. Le problème à Laval, c'est qu'ils perdurent. Euh, c'est pas faux, c'est pas faux, mais le coup de mou. Moi, je me dis quand même ce qu'on note sur chacun de ces matchs-là, enfin sur les derniers matchs que Laval a joué, il y a quand même une nette progression. Enfin, il y a une progression dans le jeu. Il y a une progression dans le jeu. Il y a des choses qui sont améliorées. Il y a encore des choses à améliorer, mais petit à petit, on a une progression, et à la fin, ça va finir par gagner. Alors, c'est sûr et certain. Enfin voilà. On va pouvoir passer aux notes du coup. Bon, changement de format. On s'était dit avec Simon qu'effectivement le fait de vous demander les notes pour chaque joueur à chaque fois, ça faisait un peu long. Déjà que l'émission en général dure presque 2 heures. On va éviter de faire ça tout le temps, parce que ça peut être un peu pénible pour ceux qui rattrapent derrière l'émission, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a à chaque fois une centaine qui regardent l'émission en replay, ça peut être un peu long parfois. Donc, mais n'hésitez pas toujours à mettre vos notes, hein, dans le chat, mais juste on va éviter de faire ça pour chaque joueur. Mettez peut-être vos tops et vos flops si vous le souhaitez, enfin, exprimez-vous, c'est un chat libre, sans insulte évidemment, mais ça reste un chat libre. Voilà, bon, en tout cas, les notes que... Alors c'est moi cette fois qui ai donné les notes. Euh, Comme je vous ai dit, Simon n'était pas là, était en vacances, et la soirée il n'a pas pu être là. Donc pour les notes, j'ai mis beaucoup de 6, hein, mais j'ai mis un 6 à Sauvage parce que, comme je l'ai dit, on l'a pas vu souvent, on l'a pas vu beaucoup, mais sur le peu d'arrêts qu'il fait, sur le peu de sorties qu'il fait, il a été rassurant. Ça montre encore une fois que c'est un bon gardien. Et du coup, si on l'a pas vu beaucoup, c'est grâce à la charnière centrale, aux 3 défenseurs centraux et aux 2 défenseurs aussi axiaux, défenseurs milieu. C'était un 3-5-2 pour rappel. Donc, au niveau des défenseurs, j'ai mis pour Jason Trey, Maxence Carlier et Pierrick Cross, j'ai mis la note de 6 parce que ils ont fait un bon match, pas non plus transcendant, pas non plus mauvais, donc c'était un bon match, voilà, un 6, pour moi c'est mérité.
Mobilité, je lui ai mis 7. C'est la note la plus haute que j'aurais mis ce soir. Donc 7 pour le but de la tête qu'il a mis, le but refusé. Pour sa prestation d'ensemble, qui était vraiment, comment dire, vraiment très encourageante, même très bonne. Pour quelqu'un qui connaît sa première titularisation, qui a 19 ans seulement. C'est pas exceptionnel non plus d'avoir 19 ans et d'être en national, mais pour quelqu'un voilà, qui connaît sa première titularisation, il a fait une belle prestation. Évidemment, il y a cette passe en retrait, même 2 passes en retrait à Sauvage qui ont été vraiment dangereuses. Euh, mais il a été très bon quand même. Il est monté pas mal de fois, hein. Il est monté souvent sur les coups de pied arrêtés, c'est ce qu'il disait. Hein, sur les coups de pied arrêtés, il a un bon jeu de tête. On a pu le voir, vous avez pu le voir sur les images. Il a un très bon jeu de tête et effectivement, il est bien monté sur les corners, coups francs, etc. Et en défense, il a été solide aussi. Voilà, donc pour moi, ça a été mon homme du match. Je lui ai mis la note de 7. Tom Duponchel, je l'ai mis 5 parce que lui, par contre, on l'a un peu moins vu. Hein, cette fois. J'ai pas grand chose à dire, honnêtement. C'était pas le meilleur match de sa saison, c'est sûr. Mehdi Boudjema, je lui ai mis un 6,5. 6,5 parce qu'il a été très bon. Il a été bon, un peu moins bon dans certaines périodes du match. Il y a eu cette frappe, cette tentative à la 87e minute qui était vraiment très 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 bien inspirée. Il y a eu d'autres tentatives qui étaient par contre beaucoup moins inspirées. C'est pour ça que je l'ai mis 6,5 et pas 7. Mohamed Silla, je lui ai mis 4. 4 parce que il n'a pas été très bon en attaque. Hein. Franchement, les quelques tentatives qu'il a faites n'étaient pas forcément très bonnes. Il a été quand même un peu. Il a été solide en milieu, il a été bon. Des bons retours quand même, mais en attaque, franchement, c'était pas ça. Pour Ervinta, ça va être un 6. Quelques bonnes occasions, quelques bonnes incursions aussi, des bonnes passes, voilà, un bon match. Ludovic Etandé, 4. 4 parce que cette fois, malheureusement, on l'a pas vu beaucoup. Dommage pour lui. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire que ça parce que il a été vraiment un peu invisible sur ce match, honnêtement. Et Thomas Robinet, ça va être un 5. Voilà. Pas non plus grand chose à dire là-dessus. Alors, pour vos commentaires, je regarde ça. Dans le jeu, la progression, c'est uniquement sur ce match. Les matchs avant, c'était dégueulasse. Kivi, après, il y avait quand même. Il y avait des choses. Il y a toujours des choses à tirer sur les autres matchs. Saint-Brieuc, c'était pas si mauvais que ça. Hein. C'était pas le match non plus le meilleur match, mais il y avait toujours des choses à tirer, quoi. Je dis Saint-Brieuc, mais il y a aussi le SC Lyon. Le SC Lyon, faut noter aussi qu'on est allé chercher on est allé chercher le match nul. C'était vraiment, il y avait du mental là-dessus. C'est ce que je voulais noter là-dessus. Alors, je vois vos top et flop. Alors, juste avant Moulay, si on regarde le retour de Le Mans, il y a 2 saisons, ils finissent à bloc les 5 derniers matchs et terminent sur le podium. Ouais. Le Mans, ils ont des qualités, c'est sûr. Hein. Faut se dire quand même, ils étaient derrière nous il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Aujourd'hui, ils sont sur le podium. Ils ont quand même fait une grosse remontée. À voir si ça tient dans le temps, hein, quand même, parce que faut noter aussi quand même, il y a une certaine, comment dire, il y a une certaine cassure entre les supporters et le club. Je le vois avec le Musiste qui a un compte d'information sur Le Mans, qui est très très critique en ce moment. Alors j'ai pas tous les tenants aboutissants, apparemment c'est un rapport avec Didier Olé-Nicole. Mais voilà, alors forcément les supporters en ce moment ça influe pas sur le jeu, on va pas se mentir, mais à voir si ça impacte pas quand même. Hein. Franchement, il y a peut-être quelque chose qui va jouer là. Enfin bref. Alors, top Boudjema et flop Brun pour Maddox. Alexis, top Boudjema, Robinet et Meïté. Et flop la rentrée de Brun. D'accord. Pas de flop sur ce match pour moi, pour Kivi. À part pour le jardinier de la pelouse, digne d'une départementale. C'est vrai que la pelouse est un peu grasse. Il y a plusieurs jardiniers après. Il y a plusieurs jardiniers, donc voilà. Boudjema a joué 60 minutes, après il a baissé, mais normal de sa dépense d'énergie. Oui, effectivement, je l'ai pas dit, mais effectivement, il a un gros volume de jeu, mais il était épuisé sur la fin du match, hein, clairement.
Je pense que le coach de Cholet avait précisé de museler Robinet. C'est pas impossible en vrai, parce que effectivement, il avait dit qu'ils avaient étudié la vidéo. Forcément, il était surpris par la tactique, hein, mais c'est possible qu'il ait dit ça. On pourra pas le savoir pour le coup. Dur pour Etonde. Bah oui et non, parce que Etonde, franchement, enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi en fait, mais pour moi, Etonde, il a pas fait un très très bon match, honnêtement. Ils ont, ils sont peut-être critiques, mais hier victoire 3-0. Ouais, bien sûr, ils sont peut-être critiques, mais c'est pas un cas exceptionnel, hein. Il y a plusieurs fois, t'as des supporters qui sont critiques envers le club et le club te sort, enfin l'équipe te sort une grosse prestation. Ça excuse pas tout, mais le 3-0 apparemment n'était pas forcément contre dans le cours du jeu, mais en plus faut signaler quand même que Boulogne c'est un peu la 17e place, hein, avant-dernier, donc en soi c'est pas un résultat illogique non plus. Dans le sens où c'est possible, pour le moment il y a 2 saisons, pourquoi pas nous cette année? Bah pourquoi pas nous? Bah bonne question, Boulet. N'hésitez pas à venir à discuter dans le Discord aussi. Si vous voulez intervenir pour quelque raison qui soit, n'hésitez pas, c'est ouvert. Vous avez le lien dans le chat normalement. Je vais revoir pour vous le remettre. Hop, voilà. Et enfin, Etonde, je crois qu'il a changé plusieurs fois de poste pendant le match. C'est pas impossible. Très honnêtement, je n'ai pas vraiment un œil sur la tactique. Mais Etonde, oui, il bouge beaucoup Etonde quand même, hein, mais c'est possible qu'il ait changé de poste pendant le match. Et terminé à bloc. Oui, c'est possible. Laval peut terminer à bloc, hein, je dis pas le contraire. Faut voir si les joueurs ont la mentalité pour. Mais c'est une possibilité tout à fait crédible. Il faudrait déjà un retour de toute l'équipe. Bah ça va être compliqué avec les blessures de longue date, hein. Je pense à Moussa Sao, il est encore blessé pour un petit moment. Mohamed Ouada est sur le retour, peut-être que Ouada va nous apporter quelque chose. S'il n'est pas trop marqué de sa blessure, j'espère qu'il n'aura pas trop perdu de jeu. On verra ça, mais il aura sûrement un moment en plus où il faudra qu'il se réhabitue. Pour Ouada, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il pourra être à nouveau titulaire. Bien, sans plus de façon, on va passer au concours de pronostics. Alors, à savoir que hier, nous avons 2 personnes qui ont trouvé le bon résultat. C'est leur pseudo Twitter, Cubi de Tango et Neibaf Levuac. Désolé si je le prononce mal. Qui ont trouvé donc le bon résultat, qui est donc 0-0. Il vérifie que j'ai oublié personne. Effectivement, j'ai oublié personne. Et donc, Cubi de Tango qui est sur une série de 3 bons pronostics. Et qui passe du coup à la première place du championnat, enfin du concours de pronostics plutôt. Forlini David est derrière avec 130 points, Cubitanco à 140, je sais plus si je l'ai dit, je le répète, et le Pomulek à 115 points pour le podium. Voilà. Enfin, on va pouvoir passer au débat. Ça fait quasiment 45 minutes qu'on est en live. Merci à tous d'être là d'ailleurs, je le répète. N'hésitez pas à venir sur le Discord pour débattre. Le débat du jour, donc, c'est sur la tactique employée, un 3-5-2, employée par Gilles Bourges et Olivier Frappoli. Je le répète, cette tactique, elle a été travaillée par Olivier Frappoli. Forcément, c'est Gilles Bourges qui l'a faite à l'entraînement, puisque Olivier Frappoli était malade. Mais c'est une tactique qui a été convenue entre les deux pour changer un peu de système. Moi, ce que j'ai noté, c'est quand même que les joueurs avaient l'air un peu plus à l'aise sur cette tactique. Ils avaient l'air de jouer à leur poste. Ça leur convenait mieux. Alors forcément, il y a aussi, il y a été aussi qu'on était très solide défensivement. Forcément, avec deux attaquants, il y a un peu moins d'occasions. C'est le problème. Mais sur la défense, par contre, c'était presque impeccable. C'était très, très propre, je trouve. Voilà. N'hésitez pas à venir du coup dans la salle d'attente du Discord. N'hésitez pas aussi à réagir directement dans le chat du stream si vous le souhaitez. Je vais me faire un plaisir de vous lire. Caddy, on n'y pense pas. Oui, Caddy, on n'y pense pas. Bah, Caddy, qu'est-ce que. Je sais même plus pourquoi il est pas là d'ailleurs. Je sais pas, je l'ai pas noté du tout. Il doit être blessé aussi. Potentiellement. Ça dépendra s'il retrouve son top jeu. Oui. Bah oui, pour Wada, c'est ce que je disais, effectivement, ça dépend s'il retrouve son jeu, hein, parce que il a quand même une assez lourde blessure. Et forcément, ce genre de blessure, ça met du temps à se guérir. Et du coup, derrière, faut se réathlétiser.
on espère quand même qu'il reviendra pas trop tard parce que c'est un bon joueur, hein, c'est un bon joueur et il nous apporte des belles choses quoi. Donc voilà. Bon, je vois qu'il y a Maddox qui est toujours comment dire, dans la salle d'attente. On va le faire revenir. On va voir s'il a des choses à nous dire. Salut Maddox. Enfin, Maddox. Euh, est-ce que tu as quelque chose à dire du coup sur cette tactique? Bah, oui, c'était une bonne chose. Après, comme je disais tout à l'heure, je pense que le coach de Cholet a fait une priorité, c'était de bloquer toutes les attaques de Robinet, parce qu'il me semble qu'ils étaient deux sur lui à chaque fois qu'on était en phase d'attaque. Donc, il était au courant de notre force. C'était Robinet, parce qu'à chaque fois, c'est lui qui nous sauve, souvent. Ouais. Donc, après, on pourrait dire par rapport à tout ça, comme on a dit tout à l'heure, après, qui c'est qui pourrait nous aider de sortir de ça, compliqué à dire. Parce que je sais plus qui l'a dit tout à l'heure. Moi, je le dis en flop aussi. C'est Brun, il rentre, mais en fait, il n'a rien proposé, donc Mm. compliqué. Caddy, quand on l'a eu, c'est le néant. Ouais. Donc c'est un peu compliqué de remettre tout pour l'instant sur Robinet, en sachant que les entraîneurs, ils vont pas être fous, hein, ils vont bloquer à chaque fois, hein. Je pense que contre QRM, ça va être la même tactique. C'est possible effectivement que Gilles Bourges réitère cette tactique vu que en général ils sont pas du genre à changer de tactique tous les soirs de match. Alors effectivement on risque fortement de se retrouver avec un nouveau 3-5-2 pour le match contre QRM. Ce qui en soi est j'ai envie de dire, c'est un peu une bonne chose, hein, parce que sur ce match-là contre Cholet, il y a eu beaucoup de solidité défensive, et on va se déplacer, enfin, on va recevoir QRM, qui est actuellement deuxième du championnat, qui vont forcément venir avec des ambitions de continuer à faire la course en tête avec Bastia. Donc, en soi, si on peut avoir cette solidité défensive, c'est déjà plus rassurant et ça permet de construire un jeu derrière pour arriver à marquer des buts. Donc il faut espérer que ça marche, quoi. Voilà. Oui, ouais, puis en plus, moi j'ai toujours pu remarquer, Cholet, c'est une équipe qui attaque, QRM aussi, donc après, ça peut être bien aussi pour nous. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Bah, de toute façon, on verra ça dès lundi prochain hein, contre QRM, du coup. On espère quand même qu'on marquera des buts cette fois, qu'on gagnera surtout. Ça serait bien quand même, ça serait un bon signal contre le numéro 2, surtout pour aborder ce mois de mars. Euh, on espère, voilà. De toute façon, ils vont avoir encore une semaine enfin plutôt 6 jours pour travailler. Ça devrait pouvoir se faire, quoi. Après, c'est toujours pareil, tout dépendra l'équipe qu'on aura, quoi. Hmm. C'est ça, ça dépend des tests, ça dépend. Au moins, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de nouveaux blessés, mais après, il y a encore les tests à Covid qui seront à passer, donc ouais, il y a ça qui va peut-être influer, oui. C'est toujours l'épée de Damoclès à chaque journée, quoi. C'est ça, c'est ça. Ok. Bah écoute, Là, est-ce que c'est tu pareil, as... comme tu disais tout à l'heure, Mendy qui va avoir des difficultés à revenir. C'est comme si, je l'espère pas, mais c'est comme si sa saison était terminée, quoi. Après, je me dis, on est quand même en février, enfin, on arrive en mars. Il y a encore 2 mois à jouer. Peut-être qu'en 2 mois, il pourra récupérer. C'est ce qui s'était passé avec Johan Brun. Johan Brun avait été touché par le Covid, avait été marqué physiquement. Et je me souviens ça devait être contre Vigneux de Bretagne, je sais plus. Mais il y avait une conférence de presse et Olivier Frappoli disait que Brun avait été très marqué. Il avait perdu 4 kilos, il les avait toujours pas retrouvés. Donc ça risque de faire la même chose avec Mendy. C'est le problème. Le problème, c'est qu'il y a des asymptomatiques. Il y a des personnes il y aura des joueurs qui vont être marqués et qui vont avoir du problème, quoi. Des problèmes. Donc voilà. Après, tout dépend quel problème, si c'est physique ou mental. Sachant que c'est quand même un virus qui peut affecter les poumons et donc la respiration. Voilà, on espère juste que ça sera pas trop grave. Apparemment, il a quand même pas mal de symptômes. On espère juste que ça durera pas dans le temps, quoi. Ouais, c'est ça. Et il nous l'a dit, il reste plusieurs matchs pour Prince pour revenir, effectivement.
Et il a raison, mais voilà. Ça peut mettre du temps. C'est une vraie blessure en fait, hein. C'est une vraie blessure quand on a les symptômes au final. C'est un peu ça. Et qui dit avec cette tactique, on a une ligne de récupération 10 mètres plus haut, une circulation plus fluide grâce à des milieux plus techniques. C'est vrai que la circulation du ballon était beaucoup plus fluide avec des belles combinaisons de passes. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Et c'est vrai que là, c'était très propre au niveau des passes. Bon, il y avait quelques erreurs évidemment, mais c'est normal, on est en national, hein, on n'est pas en Ligue des Champions. Mais il y avait quand même du bon, hein, dans ces passes-là, plus de sûreté, j'avais l'impression aussi beaucoup plus de sérénité dans la défense. Et plus de mouvement de main avec un Robinet en 9,5, nous dit Kivy, effectivement. Effectivement. Enfin voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Maddox? Ouais, c'était par rapport aussi, comme tu disais, enfin, j'ai pas calculé, mais c'est à chaque match, c'est le nombre de coups de pied arrêtés qu'on a, enfin, surtout de corner, qu'on n'arrive pas à se créer des occasions aussi. Enfin, c'est un peu récurrent, je trouve. Hmm. Bah après là voilà le but refusé était quand même un but sur coup franc qui était assez bien tiré. Il y avait c'est vrai que le problème c'est pas les tirs de coup franc et de corner, c'est vraiment la récupération du ballon parce que effectivement là-dessus sur les tirs il n'y a pas de souci, mais enfin je parle bien des centres, hein, pas des tirs directs au but parce que ça c'est un autre problème. Mais par exemple les coups francs qui sont loin et qui permettent du coup de caler un ballon dans la surface, ça ils arrivent plutôt bien à le faire. Le problème, c'est donc effectivement ce que je disais, la récupération du ballon et réussir du coup à avoir une occasion derrière. Effectivement, c'est un problème ça. Et ça, je sais pas trop comment ils peuvent travailler ça à l'entraînement pour réussir parce que ça joue aussi de la tête. Enfin, c'est un peu compliqué, c'est vrai. Mais là, faut quand même signaler quand même que le but qui avait été marqué et refusé était sur coup franc quand même. Bah, je pense qu'en plus, ça doit faire longtemps qu'on n'avait pas marqué un en plus. Mm. Donc c'est un peu dommage. Alors, je crois qu'il n'y avait pas eu si longtemps que ça avec la Coupe de France. Il me semble qu'il y avait eu un but comme ça sur coup franc ou sur corner, je sais plus. Ah, si, oui, en Coupe de France, mais après, moi, je parlais du Oui, bien sûr, en championnat. championnat, c'est autre chose, effectivement. Les coups de pied arrêtent, ça se travaille à l'entraînement. Ah oui, mais c'est ce que je dis. Mais ça se travaille à l'entraînement. Après, forcément, ils mettent pas forcément toujours l'accent dessus. Mais c'est ce que je dis. Le problème, c'est vraiment la récupération de la tête, du corps. Enfin, je sais pas, de récupérer le ballon dans la surface. Parce que sur les centres, en coup de pied arrêté de loin, enfin, tout comme ça va. Le problème, c'est effectivement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de tête. Et il n'y a pas beaucoup de joueurs de tête. Bon, il y avait Baoumeïté pour le coup, qui a été très bon, qui a un bon jeu de tête, mais sinon, le reste, c'est vrai que c'est pas forcément fou. Donc Bah, on ouais. avait Mendy avant qui aurait pu être Ouais. le remplaçant de Dembélé, mais euh, Non, mais c'est vrai, ouais. peut-être Pierre Cros aussi. Je me souviens avant qu'il marquait souvent au début de la tête ou du pied avec ses anciennes équipes. Non, mais c'est sûr que chacun. C'est quelque chose qui mérite d'être travaillé, mais il y a plusieurs aspects à travailler dans la tactique. Et, forcément, les coups de pied arrêtés en font partie. Mais je suis d'accord, il faut absolument réussir à. Je crois qu'on avait quoi, une dizaine de corners là, sur ce match-là. Une dizaine de corners, c'est vrai que ça fait beaucoup quand même. Et pas avoir de réussite là-dessus, c'est problématique, quoi. C'est dommage. Bah oui, c'est surtout avoir 10 corners, mais c'est surtout sur 10 corners, on n'a aucune action dangereuse. Hmm, c'est ça. Enfin, le seul, enfin, je sais plus si c'était un corner ou pas. Par rapport au tir de Boudjema, c'était la seule occasion qu'on a réussi à se créer. Hmm. Je vois Kivy qui dit les combinaisons, les placements, ça se travaille. Angers a un coach spécifique pour ça. Et Angers est en Ligue 1, a plus de budget que nous, a plus de budget de masse salariale que nous. Après, oui, bien sûr, ça se travaille. Et on voit que ça se travaille, hein, les combinaisons, les placements, je suis désolé, mais quand c'est les combinaisons, les placements qui ne sont pas sur des coups de pied arrêtés, il y a du bon, il y a des bonnes combinaisons, il y a du bon jeu. C'est les coups de pied arrêtés le problème, effectivement. Si je dis pas de bêtises, c'est Gilles Bourges qui est d'ailleurs chargé des coups de pied arrêtés, parce qu'il est entraîneur des gardiens, il doit aussi être des coups de pied arrêtés. Donc peut-être qu'il aura l'occasion de travailler plus ça maintenant qu'il est pour le moment entraîneur par intérim. Je sais pas du tout. Mais voilà, sur les combinaisons, les placements, hors coup de pied arrêté, ça, il y a quand même pas mal de bons là-dessus. Il n'y a pas vraiment de choses à retravailler, hein.
Bah, j'avais une remarque par rapport à là-dessus d'ailleurs, parce qu'on parle de Angers. On avait pris l'entraîneur justement spécifique à ça, a été un ancien joueur de la balle aussi. Et bah, on a vu que ça n'a pas marché quand il est venu chez nous, donc je sais Ouais. pas trop quoi penser par rapport à ça. Ça, c'est mystère. On peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur d'un club. Donc, Monsieur Grosbois est venu et est soi-disant spécialiste des coups de pied arrêtés. Et bah, quand on l'a eu, on n'a pas vraiment vu de changement significatif par rapport à ça. c'est comme ça. Bah, là, de toute façon, avec la masse salariale qu'on a, qui est encadrée par la DNCG, c'est sûr que ça va pas faciliter à recruter des entraîneurs spécifiques pour ce genre de poste. Je pense que là, déjà, un entraîneur et deux co-entraîneurs adjoints, quand même, c'est pas mal. Il y a Oui, tous les puis préparateurs même, physiques et tout, mais ouais. enfin, je pense pas qu'on a vraiment l'utilité. Après, c'est Oui, voilà. quand on voit que les joueurs travaillent, c'est pas comme s'ils avaient pas de mauvaise volonté, mais on marque pas. C'est juste, Mais c'est enfin, ça. on sait pas trop quel déclic on doit avoir pour que ça fonctionne, quoi. Mm. C'est ça, c'est ce que disait Gilles Bourges après le match. Je vais retrouver la citation exacte quand même, éviter de dire n'importe quoi. Alors, tac. C'est ce qui, voilà, ils avaient pris le match par le bon bout. On a le sentiment d'avoir tout donné, mais ce n'était pas assez. C'est quelque chose. En fait, c'est quelque chose que je remarque. C'est vraiment, tu sens que les joueurs ont de l'envie. Les joueurs ont de l'envie, mais il manque à chaque fois un petit truc qui fait que bah, ça les libérerait vraiment. Je sais pas ce que ça peut être, mais je suis convaincu que les joueurs, en fait, enfin, pour moi, c'est pas possible que des joueurs n'aient pas envie de gagner. Donc forcément, je vois des gens qui disent ils mouillent pas le maillot, ils ont aucune envie. Je suis désolé, mais je connais pas du tout de joueurs de football professionnels qui ne viennent pas sur un terrain pour gagner, pour jouer, quoi. Donc voilà, quoi. Je sais pas quoi penser de ça. Donc là, en plus, clairement, sur ce match-là de Cholet, hein, on peut pas dire qu'il y avait pas d'envie. Il y avait vraiment de l'envie de gagner, il y avait de la volonté. Maintenant, il manque des choses. Il y a du travail à faire, c'est sûr. Mais il y avait de l'envie, quoi. Voilà. Enfin, voilà. Est-ce que tu as autre chose à dire, Maddox, ou on va pouvoir passer à Alexis aussi qui est dans la salle d'attente? C'est comme je disais tout à l'heure, c'est que, enfin, on a une équipe en face aussi, ils vont pas se laisser faire non plus. C'est que là, comme là, le seul qui peut marquer des buts, bah, ils sont intelligents aussi, hein, ils vont pas le laisser marquer, hein. C'est ça. C'est ça. Donc c'est un peu difficile aussi, de notre part, c'est qu'on n'a qu'un seul qui marque. Alors, Hmm. C'est vrai, et puis bon, bah, c'est forcément ça. On revient côté tactique. Deux attaquants, est-ce que c'est suffisant? Je pense pas. Après, quand tu vois quand même que Boudjema te cloque une grosse frappe comme ça à la 87e minute, tu te dis, bah, on a quand même des milieux qui peuvent monter en attaque et au final, peut-être que ça ferait l'affaire. Parce que franchement, je sais pas trop qui on pourrait mettre en troisième attaquant. Parce que on a Robinet, on a, on a, on a, le, on a, on a Taha, enfin c'est ça, je fais pas de bêtises. Oui, Taha, bon. Et Tonde, ça, il a pas fait un match ouf. On pourrait mettre Tim bah non, Makoli encore, mais je sais pas. je l'ai vu surtout changer souvent de poste. Il était souvent Hmm. au milieu offensif, milieu défensif. Donc je pense qu'il était un peu perdu dans son match à la fin. Parce qu'il Ouais. savait pas trop où aller. Je vois Kivi qui nous dit pour le match d'hier, ce serait très dur de dire ça. Il y avait de l'envie, on a pris du plaisir à regarder. Je suis d'accord, hein. Pour le coup, là, franchement, ce match-là, il était plaisant. Dommage qu'il n'y ait pas eu plus d'occasions, mais c'est ce que je reviens à ce que j'ai dit au début du stream. C'était deux tactiques qui se sont neutralisées. Il n'y avait pas d'occasion. Il y avait peu d'occasions. Mais il y avait du bon jeu quand même. Des bonnes combinaisons, des bonnes passes, des bons tacles, hein. Il y avait des bons tacles aussi, il faut le signaler. Il y avait des trucs qui étaient très propres. Mais voilà. Moulet qui dit oui, l'envie est présente. Je vous fais partager un petit message reçu d'Alexis Sauvage après le match pour garder confiance. Je cite une nouvelle fois en toute objectivité, on mérite beaucoup mieux. On comprend enfin qu'il faut jouer davantage. Les enchaînements sont bons. On est costaud derrière. Il nous manque ce brin de réussite devant pour pouvoir reprendre une série. Ça fait chier, mais bon, on n'encaisse pas. On se donne une chance supplémentaire de gagner. Merci. Ok. Écoute, Moulet, si t'as reçu ce message, je suis content pour toi.
Si c'est vraiment Alex Sauvage qui a écrit ça, je doute pas de ça, hein, mais je dis juste que effectivement, j'ai pas vu ce message, donc dans le doute, je préfère utiliser le conditionnel. C'est bien qu'ils reconnaissent ça, c'est bien qu'ils reconnaissent. Ça fait plaisir de recevoir des messages comme ça, en fait, c'est sûr. Ça prouve encore une fois que les joueurs, ils ont vraiment envie de gagner, ils ont vraiment envie de chercher cette montée. Moi, je suis sûr que les joueurs, ils ont vraiment l'objectif de monter. Et, et voilà, moi, ça me donne envie d'y croire. C'est juste ça, j'ai envie d'y croire parce que je sais que les joueurs y croient et le staff y croit. Donc voilà, ça va être dur. Ça va être dur, mais c'est pas impossible. C'est ce qu'il faut se dire. Enfin voilà. Merci à toi, Maddox. Je pense que je vais donner la parole à Alexis maintenant Ouais, qui attend depuis un petit moment. c'est vrai. Merci à toi. Bonne soirée. Une bonne soirée à toi et puis bonne fin de live. Hop. Bonsoir Alexis, est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon, je t'entends. Très bien. Alors, comment ça va depuis tout à l'heure? Ah, ça va bien. Du coup, je pensais pas revenir, mais le débat m'intéresse. Ouais. Pour la petite info, je suis plutôt fan de tout ce qui est tactique. Comme un exemple, un match comme Paris-Monaco de la dernière fois, j'ai adoré la tactique de Monaco. D'accord. Donc j'aime bien tout ce qui est parler tactique dans le football. Je trouve que c'est le plus important. Peu importe les joueurs, si l'entraîneur est bon et la tactique est bonne, on devrait gagner les matchs. Ok. Et du coup, t'as pensé quoi de cette tactique employée par Olivier Frappoli Gilles-Bourges? Moi, personnellement, je suis pas trop fan des 3-5-2 ou avec trois défenseurs. Mhm. Et j'étais agréablement surpris. Je pensais pas qu'on aurait joué comme ça dans ce dispositif. Surtout que l'année dernière, Frappoli l'avait déjà essayé pas mal de temps lorsqu'il y avait beaucoup de blessés. Il utilise cette tactique-là, du coup, quand il y a beaucoup de blessés, j'ai l'impression. Moi, ma seule crainte, et je pense qu'il n'aura pas trop le choix, c'est lorsqu'il y aura le retour des ailiers comme Sao ou Wada, on ne pourra pas rester sur cette tactique. Ouais, effectivement, c'est une possibilité. Bon, Sao, je pense, clairement, il va avoir encore plusieurs semaines d'absence. Wada, je sais pas s'il sera. On sait pas encore s'il sera là contre QRM. Donc, je pense quand même que cette tactique va être réitérée contre QRM. De toute façon, il y a conférence de presse dimanche, donc on en saura plus dimanche. Je pourrais pas y aller, donc je pourrais pas vous dire ça, mais de toute façon, on aura les articles bien assez tôt. Mais oui, c'est peut-être que cette tactique sera amenée à changer parce qu'effectivement, tous les joueurs comment dire, ne peuvent pas être intégrés dans ce dispositif. Mohamed Ouada, je sais pas, je pense il peut évoluer dans ce rôle. Moussa Sao peut-être moins, ça, effectivement. Ah, Peut-être. Alors après, effectivement, moi, le 4-4-2 qu'on utilise depuis pas mal d'années, peu importe les entraîneurs, je suis pas sûr que ce soit une tactique très appropriée au championnat national qui laisse beaucoup d'espace au milieu et à chaque fois on se fait aspirer. Je pense à Dembélé souvent qui va presser, Boudjema est tout seul ou autre, hmm. et on se fait aspirer et on se prend beaucoup d'occasions. Alors que les équipes qui montent d'années, il y a souvent une équipe qui produit du beau jeu, comme cette année Bastia, et une équipe qui va être un peu plus, qui va plus fermer les espaces. Je pense à Chambly les années d'auparavant, qui ne payait pas de mine, il me gagnait 1-0, il faisait des 0-0, des 1-1. C'était pas forcément du beau jeu, mais je trouve que c'est ce qui est le plus important en national, c'est surtout de ne pas prendre de but et de marquer le but qui va faire la différence, de gagner 1-0 sur plusieurs matchs et du coup engranger les points. D'accord, ouais. Ouais, non, je suis assez d'accord, ouais. Et je pense qu'effectivement, le 4-4-2, on l'a un peu trop utilisé, il a un peu trop été utilisé dans le football aujourd'hui, et c'est vrai que c'est des tactiques que tout le monde connaît au final, et donc peut-être plus facile forcément à contrer, et des tactiques comme on l'a vu hier soir. C'est un peu. Je pense que. J'avoue, je connais pas grand chose en tactique nationale, mais c'est un peu inédit, j'imagine, dans ce championnat. Et effectivement, mais je reviens sur ce que j'ai dit, je radote pas mal, hein, mais j'ai senti que les joueurs étaient plus intégrés dans ce dispositif-là, comme s'ils étaient plus à leur position, à leur vraie position, à leur vrai placement, quoi. Enfin, dans le sens où ils étaient plus à leur poste, à ce qu'ils connaissaient comme tactique. Donc ouais, je sais pas ce que tu en as pensé, toi, vraiment, au niveau du placement des joueurs, peut-être. Alors, du coup, c'était plutôt bien. Justement, Hmm. Boudjema, comme je disais tout à l'heure, je le trouvais plus aller vers l'avant que d'habitude.
On voit qu'il a la capacité pour créer les espaces et je le trouve dans le 4-4-2 un peu bridé, comme s'il a peur s'il perd le ballon, d'avoir l'espace derrière lui vu qu'il sera plus là. Et c'est vrai que je les ai trouvés les milieux plus en confiance et de savoir qu'il y avait 3 défenseurs derrière et pas que 2, ça les a plus libérés, que ce soit même Silla qui a eu plusieurs occasions en fin de match ou même au cours du match où il se retrouvait dans la surface. Et j'ai trouvé effectivement comme toi les joueurs plus libérés et plus sereins avec cette tactique-là qu'auparavant. C'est ça. Puis voilà, faut se dire que forcément, si les joueurs sont plus libérés dans le jeu, il y aura plus de chances effectivement d'avoir du beau jeu. Et là, franchement, on a eu du beau jeu hier soir. Dommage qu'il n'y ait pas eu plus d'occasions que ça, parce que sinon ça aurait été un très bon match. Mais ça a été juste un bon match. Il y a eu de bonnes choses. Et franchement, moi, je suis assez, comment dire, je suis assez confiant sur ça. Je pense qu'il y a moyen de faire des bonnes choses avec cette tactique. Alors forcément, quand on a le retour de Wada et de Sao, je pense plus à Wada, il faudra l'intégrer dans le système. Je sais pas comment il peut être intégré honnêtement, mais je suis sûr il y avait plus de, il y a moyen de faire des bonnes choses quoi avec ça. Voilà, donc je pense que effectivement que pour lundi, la meilleure solution, c'est de rester là-dessus. Ça a bien marché contre Quevilly. Du coup, je pense que même pour moi au concours de prono, je parierais bien sur une victoire de Laval pour essayer de grappiller des points sur mes concurrents. Ça fait longtemps que je n'ai pas marqué de points et je me risquerais même à mettre Laval gagnant contre le deuxième. Non, mais c'est pas impossible hein, honnêtement. Enfin, encore une fois, il y a clairement une envie des joueurs et je suis sûr qu'à un moment à un moment ça va finir par se débloquer et si ça se débloquait contre KVI, ça serait un super signal honnêtement. Enfin, moi ça me ferait super plaisir parce que gagner contre Cholet ça aurait été bien, mais gagner contre KVI ça a quand même un peu plus de symbole hein, parce qu'ils sont quand même deuxième. Et puis on entre sur une période de 6 matchs dans un mois, dans le même mois. Et si tu peux attaquer ton mois comme ça avec une victoire, ça serait super quoi. Moi je m'attends vraiment à ce qu'il y ait un déclic. Alors peut-être que je l'ai dit plusieurs fois, peut-être que je suis trop optimiste. Mais clairement, moi j'ai envie d'y croire. Je pense que là, on approche, on approche de quelque chose de vraiment bien au niveau tactique avec les joueurs. Donc ouais, voilà. Donc voilà, si c'est voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Très bien. Plutôt satisfait et je pense que pour aller un peu plus loin, je pense que la tactique idéale du Stade Lavallois serait un 4-3-3, je pense, pour pouvoir mettre nos 3 milieux, que ce soit Sia, Boudjema et Dembélé, parce que je trouve ça dommage en fait d'en sacrifier un à chaque fois. Du coup, de jouer qu'avec 2 millions, on en sacrifie un. Dembélé, c'est le capitaine, donc il est quasiment impossible à être mis sur le banc. Bon, je vois pas Frappoli le mettre sur le banc, tu l'as redit plusieurs fois à chaque émission. Silla est plutôt bon et je pense que c'est un joueur fait pour jouer au milieu avec Laval. Et Boudjema est inamovible pour moi également. Donc je trouve ça dommage de jouer à chaque fois avec 2 milieux et d'en oublier un du coup dans les 3. Ouais. Ouais, bah, de toute façon, on verra ça. On n'est pas les entraîneurs, donc ça sera à Fropoli de décider. C'est ça. Alors peut-être qu'il va jouer avec les 3, mais j'y crois moyen. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, Pourquoi pas. peut-être une surprise, mais je pense qu'on va rester sur cette tactique-là pour lundi. De toute façon, voilà, il y a tellement d'inconnus en soi à chaque match, on peut pas savoir parce qu'il y a toujours ces tests PCR qui te sortent des joueurs, t'as aucun doute là-dessus quoi. On sait jamais, et c'est ça qui est perturbant. Tu peux pas faire de prévision au final, c'est quasiment impossible. Ça dépend à chaque fois de qui va pouvoir être sur le match ou pas quoi. J'espère juste qu'il y aura pas de nouveaux cas Covid parce que ça ferait un peu mal quoi, surtout si on veut gagner quoi. Enfin voilà. Est-ce que tu as C'est encore ça. quelque chose à dire là-dessus ou est-ce que c'est bon pour toi? Non, c'est bon pour moi. D'accord. Merci pour l'émission. Encore une très belle émission aujourd'hui. Et puis du coup, à la prochaine. Ouais, merci à toi en tout cas pour ton intervention et merci de nous suivre tout simplement. Et voilà, à la prochaine. Salut. Salut. Et voilà, je pense que c'est ainsi qu'on va terminer cette émission. Ça fait déjà 1h10, 1h15 si vous êtes là depuis le début, puisqu'il y a la petite intro.
Je vois Monet qui dit nous l'aimons notre stade Lavallois, allez soyons optimistes. Et si on n'a pas d'optimisme, si on n'a pas d'espoir, je dis toujours, bah franchement ça vaut pas le coup après de continuer à supporter le stade Lavallois. Enfin même si on n'a pas d'espoir dans la vie, ça sert à rien quoi, franchement. Donc c'est ainsi que va se terminer cette émission. Merci à tous d'avoir été là. Je suis vraiment désolé hein, par contre pour les horaires comme ça qui on n'arrête pas de changer. Je pense que là on va revenir à un truc un peu plus carré. Là le match va être donc lundi. On va peut-être faire un débrief après et puis l'émission reviendra donc dimanche prochain. Pas ce dimanche hein, mais dimanche prochain. Donc ce qui signifierait le dimanche 7. Histoire de retourner sur un cadre où il peut y avoir vraiment beaucoup de monde. Chacun peut prendre son temps et tout. Enfin histoire que ce soit pas fait à la va-vite avec les annonces dans la journée quoi. Voilà. Merci à tous encore une fois de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre si c'est pas déjà fait, comme ça vous aurez toutes les dernières infos, à chaque fois une petite notification qui vous indique quand on est en live. N'hésitez pas à vous abonner aussi avec un abonnement payant si vous le souhaitez, si vous souhaitez nous soutenir évidemment, c'est pas obligatoire, c'est voilà, si vous voulez nous faire des dons aussi, voilà. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre du coup sur Twitter, si ce n'est pas déjà fait, et à venir sur le Discord également. Je vois beaucoup de messages. Supporter de Laval habitant Chartres, faire les allers-retours le week-end me manque. Chartres, c'est pas. J'avoue que je suis un peu nul en géographie. Chartres, j'ai du mal à visualiser où c'est. Mais oui, je sais qu'il y a beaucoup de supporters effectivement qui font ça, hein, qui font beaucoup de déplacements. Et c'est vrai que les supporters sont aussi le cœur d'un club. Donc merci aussi à vous d'être là. Frantix, beau maillot, oui, bah oui, je l'ai remis ce soir. Oui, j'ai eu le temps de le mettre ce soir. Enfin voilà, merci à tous, continuez de soutenir Salavalok, continuez de nous soutenir aussi, continuez de nous regarder et continuez d'être comme vous êtes. Voilà, passez une bonne soirée, à très bientôt, salut.